Bonjour et bienvenue sur la bio de ma vie. Je sais, je vous ai abandonné pendant plusieurs semaines, mais la vie m'a rattrapé pendant ce temps. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça fait partie du thème de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, l'épisode, je vous l'avais dit la dernière fois, je ne vais pas vous dire la semaine dernière, parce que ça remonte à 2-3 semaines maintenant, est porté sur la famille. Évidemment, la chanson la plus évidente pour parler de famille, c'est Family Affair, le tube, le hit, le classique de Mary J. Blige, qui nous parle en fait vraiment des affaires de famille. Et dans ces affaires de famille, je vais vous parler de 2 types de sujets. Ça a fait l'objet de 2 spaces différents sur Twitter. Et on va en parler maintenant parce que j'ai essayé de ne pas trop donner ma perspective et pas trop parler de mes expériences. Mais là maintenant, en toute confidence, je vais tout vous dire. Alors c'est important pour moi de vous parler de famille parce que dans mon expérience, dans ma vie, à mon sens, ça fait partie de mon socle. J'ai basé beaucoup de choses dans ma vie sur la famille. À tort ou à raison d'ailleurs, vous allez le voir. Mais les 12 derniers mois, je pense que mon approche de la famille a énormément changé et m'a énormément fait changer. Donc dans cet aspect famille, on va parler de 2 choses, je vous le disais. Dans un premier temps, on va parler de la famille qui est encore à l'étranger, tandis qu'une partie est en Europe, ce qui est mon cas. Et de l'autre côté, on va parler de la famille nucléaire ou celle qui est un peu plus proche. D'accord ? Parce que ce sont 2 types de relations totalement différentes. Et c'est important que je vous en parle de mon prisme par rapport à mon vécu, ou ce que j'ai pu observer tout près de moi, notamment au niveau de ma mère. Alors, je pense l'avoir déjà dit, mais ma mère n'est pas née en France. Elle est arrivée en France, je crois, en 1979, quelque chose comme ça. En tout cas, bien avant la naissance de mon grand frère en 84. Et elle est venue en France terminer ses études. Ma mère a une licence en sociologie. Donc, ma mère a débarqué fin des années 70, début des années 80 en Normandie. Ouais, elle n'a pas débarqué en Île-de-France dès le départ. Elle est arrivée avec mon père. Ma mère, elle a ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Ça faisait partie du sous-titre que j'avais donné au space que j'ai fait sur Twitter il y a 2 semaines, je crois. Parce que c'est ce qui la caractérise et je pense qu'elle n'est pas la seule. Dans les échanges que j'ai eus avec les intervenants qu'il y a eu dans ce space, beaucoup de personnes non nées en France, mais qui vivent ici, qui sont peut-être maintenant français ou qui ont une carte de séjour de longue durée, ressentent cette culpabilité du survivant vis-à-vis de leur famille, qui est encore, dans mon cas, en Afrique, mais parfois ça peut être ailleurs, vraiment. Il y a un truc qui m'a toujours fait rire. Alors, quand j'étais plus jeune, ça me faisait pas trop rire, ça m'énervait un petit peu, j'étais déçue et je comprenais pas. Mais quand, avec ma mère et mon frère, on se rendait au Togo, il faut savoir qu'avec la compagnie aérienne qu'on prenait, pour ne pas les citer, Air France, on avait droit à chacun 2 valises de 23 kilos. Donc normalement, 46 kilos, j'étais bien pour passer 3 semaines, 1 mois de vacances. On partait 1 mois en général, sur l'été. Sauf que ma mère, elle prenait direct un droit de douane sur nos valises. On va dire que c'est un droit de douane. Parce que sur les 2 valises qu'on avait chacun, il y en avait une qui ne nous appartenait pas. Il y en avait une qui était remplie de choses à donner à des cousins, des cousines, des oncles et tantes, des gens au village qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais parce que ma mère se disait, moi je suis là en Europe avec un cadre de vie qui n'a rien à voir avec le leur. La moindre des choses, c'est de leur donner, etc. Rétrospectivement, moi ça me gêne un peu là maintenant parce que ça passe un peu pour ce que les fans des anglicismes appellent le saviorism, le côté un peu du sauveur. Alors qu'ils ont de quoi s'acheter des vêtements et tout, Mais il faut aussi dire la vérité. J'ai une tante, par exemple, qui est enseignante. Elle est sûrement à la retraite maintenant. Les salaires, ils étaient payés de manière totalement aléatoire. Tu pouvais faire 6 mois sans avoir ton salaire de la part du ministère de l'Éducation nationale là-bas. Donc je peux comprendre que, on dépanne avec ce qu'on a. Mais ce qui était incroyable de la part de ma mère, c'est que dans les valises qu'elle blindait pour donner aux cousins, cousines, oncles et tantes, gens lambda du village, c'est qu'il y avait des affaires dont on voulait pas se séparer en fait.
Mais il y avait des choses, quand elle ouvrait la valise comme ça pour les gens en mode « Voilà ce qu'on vous a ramené », je me disais « Mais moi, j'aimais bien ce pantalon en fait. Il me va encore, je veux le garder. » Bon, maintenant, ouais, j'ai grandi, j'ai évolué, la mode a changé et j'ai grossi surtout. Donc, je m'en fous. Mais sur le coup, je me disais, mais c'est mes affaires, elles me vont encore, pourquoi je m'en sépare? Et sur le coup, je me rendais pas compte, mais c'est maintenant, a posteriori, que je me dis, bon, c'est normal de partager. Voilà, bon, quand j'y vais maintenant à l'âge adulte, je continue de partager, je vais vous en parler ensuite. Mais il y a une responsabilité de la part de la génération de, je vais dire nos parents, en tout cas la génération de ma mère, dans cette attitude de la part des cousins-cousines, qui attendaient avec impatience qu'on leur amène des choses, voire plus, parce que, ne serait-ce que pour prendre l'avion pour les 6 heures de vol, on était pimpés comme Jaja, on était habillés comme si on allait au super culte du dimanche, et du coup, eux pensaient qu'on roulait sur l'or. Or, je vais vous dire la vérité, à l'heure actuelle, ma mère a 67 ans et elle gagne difficilement 1 700 € net par mois alors qu'elle bosse dans un bureau, dans un ministère de notre joli gouvernement. Et là, je vous dis, maintenant, en 2023, là, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'était en 96, 99, 2002, 2007. Ça remonte. Ma mère gagnait forcément moins, même si les augmentations... Dans la fonction publique d'État, c'est connu que c'est quelques centimes par-ci, par-là. Mais il y avait du coup cette perception, vu qu'on arrivait chargés comme des mules, il y avait cette perception qu'on roulait sur l'or, puisqu'on pouvait se permettre de leur amener 20 kilos de fringues. C'est qu'on pouvait se débarrasser de 20 kilos de fringues. Ils ne se rendaient pas compte que les fins de mois difficiles pour ma mère, c'était pas à partir du 20 du mois, c'était à partir du 10. Du 10 au 30, c'était la galère. Et ça, ils ne le savaient pas, parce que ma mère ne l'a jamais dit. Par fierté, par honte, j'en sais rien du tout. Mais ce sont des choses que eux ne savaient pas, donc je peux pas les blâmer, même si je pense que je pétais des câbles quand je recevais des courriers. Parce que oui, à mon époque, on s'écrivait des lettres, t'as vu. Donc je recevais des courriers manuscrits, joliment écrits, soit dit en passant, de mes cousins, cousines, qui me demandent vite fait comment ça va, etc. Ouais, vas-y, l'école, c'est bien, nanana, tu t'en sors. Mais ensuite, c'était une liste, un cahier de doléances pour demander, ouais, alors, si tu peux me trouver un téléphone, ouais, et puis un MP3, ouais, et puis, gros. Ouais, mon MP3, je l'ai payé avec un peu de ma bourse, t'as vu? Et c'est pas ma mère qui me l'a acheté. Donc, calme ton corps un peu. Et c'est des choses qui me rendaient folle, moi, parce que je me disais... Et putain, mais nous, on galère aussi. C'est dur. Ma mère, elle était seule avec son salaire à devoir élever 3 enfants. Et il y avait d'autres personnes qui venaient demander et demander et demander. Mais tu demandes des trucs que j'ai pas, en fait. Et c'est des choses que maintenant, mes cousins-cousines ne savent pas parce que le temps et certains événements ont fait qu'on s'est éloignés. Mais ils ne savent toujours pas qu'en fait, ils nous ont réclamé des choses qu'on n'avait pas nous-mêmes. Oh, comme c'est... les choses pour lesquelles on s'est privé afin de les avoir ensuite. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'étais une boursière échelon là-bas. Et je pense que c'est une faute, en tout cas de la génération de nos parents, de ne pas avoir été transparents sur ce qu'ils vivaient ici. Donc oui, on est en Europe, oui, ça n'a rien à voir. Donc jamais j'irai me plaindre à côté de jamais de la vie. Mais la perception selon laquelle on se réveille et on ramasse des billets de banque, il y a quelqu'un qui leur a menti ou qui ne leur a pas dit la vérité. Et ça, du coup, la famille éloignée qui est encore dans nos pays d'origine, personnellement, je ne peux pas les blâmer pour ça. C'est impossible. Alors ça, c'est vraiment la relation avec la famille dans nos pays d'origine qui est vue du prisme de la transmission générationnelle, on va dire, par rapport à ce que ma mère a pu faire comme choix ou ce qu'elle a pu prendre comme décision. Alors que ma mère a beaucoup fait pour beaucoup de gens dans sa vie. Et pourtant, ma mère se sent toujours coupable, ou en tout cas à l'époque, elle se sentait encore coupable vis-à-vis de la famille qu'elle avait laissée derrière elle
quand elle est venue étudier et vivre et s'installer en France. Donc elle s'est saignée les quatre veines, clairement, pour éduquer des enfants qui ne sont pas les siens, mais qu'elle a traités comme les siens pendant des années, tout en essayant de participer au bien-être des autres, donc avec les vêtements qu'on amenait quand on y allait tous les 3 ans, parce que les billets d'avion sont chers, on ne pouvait pas se permettre plus souvent pendant les vacances d'été. D'ailleurs, ma mère contractait des crédits pour ça. Tout en participant aux frais de scolarité de certains. Donc certains cousins-cousines, qui n'adressent plus la parole à ma mère aujourd'hui, ont eu leur scolarité payée grâce à ma mère. Ou bien il fallait leur payer l'uniforme. Donc ma mère leur payait l'uniforme tous les ans à la rentrée. C'était ce genre de choses-là. Alors ma mère est quelqu'un de très... Elle est hyper généreuse, hein. Mais elle partageait ce qu'elle n'avait même pas pour elle-même. C'est complètement dingue. À l'heure actuelle, ça ne pourrait pas être imaginable. Je sais que je serais incapable de le faire personnellement. Je suis généreuse, mais je fais avec ce que j'ai et avec les projections que j'ai faites, avec les projets que j'ai faits, etc. Je ne peux pas me mettre dans des situations incroyables financièrement pour entretenir le niveau de vie de certaines personnes tout en me mettant moi dans la merde. C'est pas possible. Donc sur ça, voilà, je porte la responsabilité quand même sur la génération de nos parents. Donc ça, c'est une première chose que je tenais à dire. Alors il y a 2 autres choses sur lesquelles je voulais mettre l'accent par rapport aux relations qu'on a avec la famille qui est encore dans nos pays d'origine. Dans mon cas, et vraiment, vous le savez, je parle toujours de mon expérience, ce n'est pas pour vous faire à moi ma vie, mon œuvre, c'est que je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. J'ai pas cette présomption de me prendre pour la 8e merveille du monde et penser que j'ai la science infuse, donc je ne parle que de ce que je connais. Il y a eu un moment très révélateur pour ma mère qui lui a fait un déclic hyper douloureux. Ça lui a provoqué un déclic, mais d'une douleur monstre, pour cesser ces attitudes-là. Et ça s'est passé en 2011, 2 ans après le décès de ma grand-mère. Donc la dernière fois que j'étais partie, moi, voir ma grand-mère, c'était en 2007. Elle est décédée 2 ans plus tard, en 2009. Les billets d'avion étaient beaucoup trop chers, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé de l'argent pour les obsèques, pour qu'elle ait une sépulture digne de ce nom, des obsèques dignes de ce nom, pour qu'on puisse célébrer sa vie et la personne qu'elle a été, ce qu'elle a représenté dans nos vies. Mais voilà, personne, ni ma mère, ni mon frère, ni moi, n'avons pu nous rendre là-bas. Bon, ça c'était un état de fait. Donc en 2011, ma mère se rend là-bas. Et quelle ne fut pas sa surprise quand elle a demandé à sa sœur aînée. Je dis sa sœur aînée, c'est-à-dire la fille aînée de ma grand-mère. Ma mère a plein de demi-frères et sœurs, mais tu connais, chez nous, il n'y a pas de demi. Donc ça, c'est tous les autres. Les enfants de ma grand-mère, ils sont 3. Ma tante, ma mère et mon oncle. Ma mère demande à ma tante en 2011, viens, faut qu'on passe la frontière, on va au Ghana, je veux voir la tombe de maman. Ma tante, elle a commencé à parler tagalog. Ma mère, elle comprenait pas. Elle s'est dit, mais c'est quoi son problème? Elle demande à une autre personne. Non, je crois qu'elle demande directement, du coup, à son petit frère, à mon Cléo. Je dis, Ben, on va au Ghana, faut que j'aille voir la tombe de maman. Vous étiez là aux obsèques, moi, j'étais pas là. Note de la rédaction. Il y a sûrement une vidéo des obsèques de ma grand-mère, quelque part, sur un DVD. Vous connaissez, je suis une lopette, j'ai pas regardé. D'accord? Qu'on se le dise, voilà, moi je peux pas. C'est les choses qui sont faites chez nous, moi je peux pas regarder ça. Mon grand-père déjà l'avait regardé, ça me traumatise encore. Ma grand-mère, non, c'était mon étoile, je peux pas. Ma mère, je sais plus si elle avait regardé, mais elle avait quand même pas vu. Elle voulait se recueillir sur la tombe de sa maman, c'est normal. Tu peux pas reprocher à quelqu'un de vouloir se recueillir sur la tombe de sa mère. Et à l'époque, ma mère avait quoi, 55, 56 ans. Mon oncle aussi commence à parler swahili. Ma mère a dit, wow, t'es de ma gueule là, qu'est-ce qui se passe? Ma mère en arrive au point de rendre visite à une de mes grands-tantes qui était en béquille. C'est très important comme information. Elle va la voir et tout, et ma mère lui dit « Ah, c'est bizarre, mon frère et ma sœur, ils veulent pas m'emmener sur la tombe de ma mère et tout, nanana. » Et ma grand-tante,
pleine de béquilles, mobilité réduite, etc. Elle lui dit, t'inquiète ma fille, viens, je vais t'y emmener. Ma mère a dit, non, vas-y, c'est la honte. Comment ça, c'est toi avec des béquilles qui va m'emmener sur la tombe de ma mère? C'est pas normal. Elle a dit, ah vas-y, laisse ton frère et ta sœur, on s'en fout. C'était ma sœur, d'accord? Ta mère, c'était ma sœur, on y va. Ma mère s'occupe de toutes les formalités pour y aller et pour que ce soit dans des conditions de voyage optimales pour ma grand-tante. Elle débarque là-bas et ma mère tombe nez à nez avec rien. Ma mère tombe nez à nez avec rien, dans le sens où elle se rend dans un cimetière. On avait formellement envoyé en 2009 l'argent pour une pierre tombale, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne connais pas trop encore ces langages-là. Mais bref, un truc propre, carré. 2 ans plus tard, ma grand-mère était encore enterrée dans un trou refermé de sable. C'était un trou dans la terre rouge, juste recouvert de sable, envahi par des mauvaises herbes, et flas, c'était tout. Rien de plus. Et là, ça a fait tilt. Il y avait eu des épisodes précédents où ma tante, mon oncle avait demandé de l'argent à ma mère pour des trucs qu'ils étaient censés faire, qu'ils n'ont jamais fait. Ma mère s'était dit, vas-y, c'est leur problème, c'est leur projet qui en pâtissent. Dans le pire des cas, peut-être qu'ils se sont payés à manger, peut-être qu'ils ont... C'est pas grave. Mais là, elle s'est rendue compte que son frère et sa sœur avaient bouffé l'argent des obsèques de leur propre mère pour faire on ne sait pas quoi. Pour leur propre business et tout. Donc, tu vois quand même, nous, on s'est gardé de faire le déplacement parce qu'on a mis tout l'argent qu'on avait. J'étais en alternance à l'époque. Donc, mon petit 900 € de chez Orange, là, c'est ce que j'ai sorti. Mon frère, il avait un job chez Castorama, là, en même temps que ses études. Il a sorti tout un mois de salaire aussi. Ma mère... je crois qu'elle a contracté un prêt au niveau de son employeur. Et on a envoyé v'là l'étal. Pour qu'au final, ma mère se retrouve face à un trou. En fait, ma grand-mère a été enterrée comme une indigente. Mais ma grand-mère a été enterrée comme une indigente. La honte suprême. Ma mère, elle s'est dit, waouh! Ah ouais, donc ils ont bouffé l'argent des obsèques de leur mère quand même. Et là, ça a tout brisé. Elle a dit, putain, je leur ai tout donné, même ce que j'avais pas. Et ils font ça. En fait, c'est des sales races. Je vous jure, 2011, il y avait les balbutiements de Wi-Fi ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment on avait fait. Qu'est-ce que je raconte? Ma mère avait acheté les trucs, les puces Lika Mobile ou je ne sais pas quoi à l'époque. Elle m'avait appelé. Et ma mère, elle en a subi des trucs dans sa vie. Hein. Elle en a subi. Et j'avais quasi jamais vu ma mère pleurer. Peut-être une fois dans ma vie quand j'étais petite. Et là, ma mère m'a appelée en larmes pour me dire à quel point elle avait mal d'avoir capté ce que son frère et sa sœur avaient été capables de faire. Et là, je pense que sa culpabilité du survivant, elle s'est évaporée. Franchement, depuis, j'ai plus jamais entendu ma mère dire qu'il fallait qu'elle envoie un billet par-ci, un billet par-là. Parce que c'est ce qu'elle faisait, hein. C'était pas juste pour ramener des vêtements, les trucs électroniques qu'on n'utilisait plus. Non, non. Quand c'était... elle recevait un coup de fil, ouais, ça va être Noël et tout, nanana, hop, allez, 200 €. Gros. Pour nous, ces enfants, maintenant on est 3 ans depuis le temps, pour nous, ces enfants, ils dépensaient même pas 200 € en totalité de cadeaux. Mais elle envoyait 200 balles là-bas pour qu'ils puissent avoir un repas de Noël et se faire des petits cadeaux. Rentrée, uniforme, ah, faut payer les livres, tiens. Et là, il s'est rendu compte qu'il se foutait de sa gueule. Donc cette culpabilité du survivant, elle est à double tranchant parce que ma mère a été beaucoup trop généreuse. Et l'impact que ça a eu sur moi, alors c'est très simple, c'est expéditif. Après 2007, moi je ne me suis pas rendue au Togo. Sauf en début 2020 et fin 2021. D'accord? J'ai fait les fêtes de fin d'année 2021 au Togo. Et ben les 2 fois, j'ai dit à personne que je débarquais. Alors déjà, j'allais dire à qui? Parce que mes oncles et tantes et tout, j'ai pas leur numéro, ils ont pas le mien. J'informe personne. Et je vais vous dire, même mon daron, je lui dis pas. Bon, de toute façon, Miskin, il oublierait, parce que il a les séquelles
à vie d'un AVC, il a une mémoire à court terme qui ne fonctionne absolument pas. Mais même mon daron, je ne l'appelle pas pour dire « Hey, mon gars, j'arrive telle date, ça va pas ou quoi ?» 2020, je l'ai même pas vu. Et quand j'ai été 2021-2022, là, je l'ai appelé une fois que j'étais déjà sur place. Je lui ai dit « Hey, vas-y, je suis venu en vacances, là. L'adresse de notre location, c'est ça. Dis-moi un jour, une heure, et vas-y, passe boire un truc et tout. Je suis là avec mes cousins, cousines, ça fait longtemps que tu les as pas vus. » Donc même mon père, je le préviens pas. C'est vraiment si je suis dans le mood, je lui dis vas-y, je suis là, on s'attrape. Je te paye une graille même si tu veux. C'est rien, c'est mon père, c'est pas grave, je m'en fous. Mais j'ai ce rapport avec ma famille éloignée, ma famille en tout cas qui est encore là-bas, qui est très distant. Parce que ma mère était tellement investie, elle était surinvestie dans le quotidien de tout le monde et ils lui l'ont fait à l'envers. Et moi, c'est hors de question que ça se passe comme ça avec moi. Si on n'a pas de vraie connexion, si on n'a pas, on n'a pas de communication, il n'y a rien entre nous à part des liens du sang, je te veux pas de mal, bon, peut-être que toi tu m'en veux, mais c'est ton problème, c'est toi et ta conscience. Je vois pas pourquoi je vais tenter de maintenir des liens pour rien. Mais globalement, le nombre incalculable de cousins, cousines et donc les tantes que j'ai encore là-bas, vraiment loin de moi. Parce que, in fine, ça me semble pas être des gens qui veulent mon bien. Ça va se situer dans du profit. Mais cette habitude instaurée par les générations d'avant d'envoyer, de faire des Western Union à l'époque, tous les mois, etc., c'est mort. C'est mort. Et toute cette partie de ma famille ne sait rien de ma vie. Ils savent pas ce que j'ai fait comme études, est-ce que je travaille, quel est mon métier, tout ça. Et ça me va très bien que ça reste ainsi. C'est très dommage parce que j'ai un sens de la famille qui est très important, mais je n'ai pas eu le choix. Non, c'est vraiment pour ma protection et pour protéger la famille que je vais fonder un jour. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là. Par contre, il y a eu un effet vis-à-vis de la famille que j'ai ici. Et tout a basculé à partir de ce séjour en 2022 au Togo. Alors le jour où tout a basculé, c'est à cause de notre retour en France. La dernière semaine de mon séjour, en fait c'était une prolongation, j'étais sous Covid. Mais j'étais pas la seule, en fait on l'a tous chopé. Mis à part 2 personnes qui ont pu rentrer en temps et en heure sur la date prévue, tous les autres, je crois qu'on était 8, on était tous positifs. Donc on pouvait pas rentrer de toute façon. Donc on avait repoussé tous nos billets d'une semaine et à la date prévue, on est parti faire les tests Covid pour pouvoir revenir et tout. Bref, une personne avait un test négatif, mais elle a voulu jouer avec le feu, elle l'a fait falsifier, mais elle s'est fait péter à l'aéroport, d'accord ? En gros, elle était consciente qu'il y avait des contrôles à l'aéroport, elle a voulu falsifier quand même, alors qu'on avait tous été d'accord pour dire on joue pas avec le feu, on respecte ce qu'il y a, ce que les résultats du test diront. Elle a voulu jouer, bref. Maintenant, demande moi-même, parce que je ne sais toujours pas, comment ça se fait que cette situation, son choix à elle d'avoir falsifié et d'avoir tenté quand même de voyager avec un test positif au Covid en réalité, pourquoi cette décision, ce choix de sa part m'ont été imputés. Moi j'étais là, je revenais tout juste. 2 jours après, il m'appelle pour me dire « Ouais, apparemment, c'est toi qui lui as pas donné l'information comme quoi il y avait des contrôles à l'aéroport. » Vous êtes malade ou quoi ? À quel moment la personne va me dire formellement qu'elle a falsifié, qu'elle veut tenter, qu'elle veut machin, et que moi je suis au courant qu'il y a des contrôles à l'aéroport et je vais lui dire « Ouais, vas-y, tente. » Mais là, c'est que vous me prenez pour une sorcière en fait. Là, vous me prenez pour une sorcière. Et je me suis dit « Attends, mais c'est chaud là. » C'est pas du tout ce qui s'est passé. On était tous au courant, on avait tous le même niveau d'information. Elle a décidé de jouer. Et la personne qui l'a encouragée, moi-même, quand on m'a appelé pour me dire « Ouais, il paraît que t'as rien dit, etc. » J'ai même pas balancé la personne sous le bus pour dire « Mais attends, mais c'est lui
C'est lui qui lui a dit vas-y, tente, de toute façon, au pire, tu fais la meuf vénère et tout, nanana, ils vont bien te laisser passer. Bah non, c'est pas ce qui s'est passé, non. Et j'ai jamais été partisane du fait qu'elle tente quand même. Donc pourquoi, dans tout le groupe de personnes qui devaient voyager ce jour-là, on vient dire que c'était ma responsabilité à moi? Je me suis dit, attends, il y a quelqu'un qui veut me nuire. Il y a quelqu'un qui m'aime pas. Pour sortir un truc aussi fou et aussi faux sur moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'en veut sale. Ok, pas de souci. Mais ça, c'était le début, parce que la personne en question continue à passer par ma mère pour dire que ouais, ta fille ceci, ta fille cela. Et à chaque fois, je me retrouvais à me défendre auprès de ma mère. Et en fait, personne, ou en tout cas cette personne qui avait visiblement un grief envers moi, quelqu'un de bien plus âgé que moi, hein, je tiens à le dire, la personne n'a jamais tenté de me contacter moi-même directement pour me dire « Hé, ma grande, quel bail ?» Elle avait des échos, des rumeurs, des je ne sais pas, qui lui arrivaient aux oreilles. Ça a fait vraiment téléphone arabe. Et elle prenait ça pour argent comptant. Même les autres personnes qui lui ont rapporté des choses ont pris ça pour argent comptant. Et personne dans tout ça n'est venu me voir pour me dire « Hé, Mago, il y a telle personne qui est venue me dire ça, t'as vu? Il se passe quoi ?» Et je vais être totalement transparente avec vous, parce que je ne parle quasiment jamais de cette personne. La personne qui était à l'origine de beaucoup de rumeurs, c'était mon ex-mari. Comment tu peux écouter mon ex-mari qui avait le seum qu'on divorce, que je décide de le quitter, qui n'a pas accepté en plus que je refuse quand il m'a demandé de le reprendre? Pourquoi c'est lui que vous écoutez? Vous savez très bien qu'il a le seum. Il vient vous dire des trucs sur moi. À quel moment vous allez prendre ça pour argent comptant? Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Vous étiez les premiers à dire « Oui, il fait plus partie de la famille, nanana ». Donc vous le voyez, ou vous l'avez encore au téléphone, ou peu importe. Et il vous dit des trucs sur moi, sachant très bien qu'il a le seum. Vous venez pas m'en parler pour me dire « Eh, vas-y, vous parlez plus ni rien du tout. Mais vas-y, tranquille, filtre les informations qui pourraient potentiellement arriver jusqu'à lui ou quoi que ce soit. » Non, non, non. Ces gens-là qui sont censés faire partie de ma famille ne m'ont rien dit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Sinon, ce serait trop drôle. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne m'ont absolument rien dit. Ils se sont fait une opinion de moi qui les arrangeait parce qu'ils avaient déjà forcément un morceau de rage qu'ils tenaient entre les dents, tel un pirate et son sabre. C'est obligé. Comment est-ce que tu peux, sinon, partir de la présomption qu'une personne fait forcément quelque chose de mal? Tu poses pas de questions, on te rapporte des propos ou des faits ou des je ne sais pas quoi. Tu prends ça pour argent comptant sans avoir traité l'information et sans confronter la personne elle-même. Dans quel pays on fait ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, quand c'était juste ce premier truc-là, par rapport à à l'aéroport, blablabla, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, peut-être que c'était par mes connaissances, ça a été vite balayé. Les personnes qui étaient avec moi, qui ont voyagé avec moi, avec qui on a tous pris la décision de ne jamais falsifier ou quoi que ce soit, ils sont vite montés au créneau pour dire, calme. Elle y est absolument pour rien. On avait tous pris une décision collégiale, on était tous dans la même pièce, on avait tous le même niveau d'information. Elle a voulu jouer, venez pas mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qui a généré, en fait, c'est ce qui a mis le feu aux poudres vis-à-vis de toutes les conneries qui étaient arrivées par la bouche du monsieur là-bas, là. Et les membres de ma famille, ils l'ont cru, ils l'ont écouté. Ah. Et là, en fait, vous savez ce qui m'a fait mal? C'est qu'en fait, pendant toutes les années que j'ai vécu avec cette personne, il en a forcément dit des trucs sur ma famille. C'était qui la connasse qui défendait sa famille? Contre vents et marées. Alors Dieu merci, ça n'est jamais arrivé au stade de ma mère ou de mes frères, parce que sinon, ça se serait fini aux urgences. Et mes cousins, cousines, tantes, machin, mais tout le monde en a pris pour son grade. Et jusqu'à aujourd'hui, lui là, je ne l'ai pas balancé, hein. J'ai passé l'âge. Si tu es un membre de ma famille et que tu ne sais pas faire preuve d'esprit critique quand on te rapporte des faits d'une personne extérieure qui a le seum contre moi, c'est que t'es con. Il n'y a pas d'autre explication, c'est que t'es con. Quelqu'un peut boire ton crâne comme ça facilement, c'est que t'es con en fait.
reste loin de moi. 2022, c'est l'année où j'ai le moins vu les membres de ma famille. Je crois que je les ai croisés 2 fois. Bon, là, je vous passe des détails très sordides en plus, par choix. C'est un choix éditorial. Mais ces gens-là, ils m'ont esquivé sur la base de propos rapportés, colportés, qui étaient venant de quelqu'un qui a le seum. Bon, forcément pas élogieux. Mais vous n'avez pas essayé de venir me parler. D'accord. Il y a un jour où j'ai craqué, en fait. Je vous jure que ça m'avait mise au 36e dessous. Un jour où ma mère m'appelle, j'étais là dans mon palace, dans mon gigantesque appart du fin fond du 7-7, là. Ma mère m'appelle une énième fois pour me dire « Ouais, mais ta tante a dit que caca. » Je suis un peu comme ma mère. C'est pas moi que tu vas voir avec de la morve au nez et la larme à l'œil. Mais là, c'était trop, en fait. Entre mi-janvier et je ne sais pas quand, et fin mars peut-être, mais ma mère m'a appelé au moins 6 fois pour me dire « Ouais, mais ta tante, elle a dit que... Mais est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que... je m'en bats les couilles de ma tante. » Pardon, c'est pas poli, mais je m'en bats les couilles de ma tante. J'ai pleuré au téléphone à ma mère. Et ma mère était choquée parce que je suis passée par des trucs de fou dans ma vie, dont je crois l'épisode précédent, où je vous ai un peu expliqué. C'est pas des trucs qui ont fait que j'ai pleuré devant ma mère. Quand j'ai perdu ma grand-mère, que j'aime plus que tout, j'ai pas pleuré devant ma mère. Mais là, quand j'ai pleuré à base de morve qui coule, j'étais en train de renifler comme un enfant. Tu sais, tu dis un mot et tu reprends ta respire. Et ma mère, c'est là où elle s'est dit « Ah putain, là, ils sont en train de la mettre à bout, là, ma fille. Là, faut que ça s'arrête. » Parce qu'elle voulait en gros démêler le vrai du faux, elle voulait un peu arranger la situation. Je lui dis « Mais il n'y a rien à arranger. Les gens n'ont qu'à venir s'adresser à moi au lieu de passer par toi. » Et tout le temps, c'est une nouvelle accusation comme quoi j'aurais fait, j'aurais dit, j'aurais machin. Ben, viens en parler avec moi. Viens m'en parler. Que des gens plus âgés que moi, là, tous autant qu'ils sont, il n'y en a pas un qui avait les couilles de me prendre entre 4 yeux ou de m'appeler ou de quoi que ce soit, malgré moi. Mais essaie de dire « Ouais, attends, j'entends quelques trucs là, comme quoi t'as un souci avec moi, quel bail ?» Et à chaque fois, j'offrais toutes les options. Tu connais. Tu veux qu'on s'appelle? On s'appelle. Tu veux qu'on s'écrive? On s'écrive. Tu veux qu'on se voit en 4D? On va se voir en 4D. Si tu veux qu'on ignore le sujet, on va l'ignorer aussi. Mais voilà les 4 options. Dis-moi ce que tu préfères et comme ça, on gère ça comme ça. Personne n'a eu le courage de me dire « Oui, merde, on va te faire enculer. » Tu veux que je fasse quoi, moi? Eh ben, j'ai pris la décision que la famille, c'est pas forcé. Je vous jure, la famille, c'est pas forcé. Autant, je pense que ça s'est apaisé maintenant avec cette famille au sens large. Enfin, apaisé. C'est pas une guerre ouverte, mais moi, du coup, quand je vois qu'on m'a tiré dessus à boulet rouge, franchement, on m'a fait un lancer de couteau dans le dos. Sans toujours à l'heure actuelle, sans parler des trucs, mettre les pieds dans le plat et tout. Moi, je suis hyper précautionneuse. Je lâche aucune info sur ma vie et tout, et je les tiens à distance. C'est comme ça. Famille, pas famille, je m'en tape. Je te tiens à distance. Ils savent même pas où j'habite. Très peu, quasi personne n'est venu chez moi. Ils savent pas où en est ma vie personnelle. Et Dieu merci. Et ça va rester comme ça pour l'instant. Ouais, c'est ma famille, mais ça va rester comme ça. Parce que la famille, c'est pas forcé. Je vous jure que si votre famille ne vous veut pas du bien, ce n'est pas forcé. C'est ok de couper les ponts avec des membres de ta famille, en fait. Surtout parfois quand il y a des faits graves et que tu vois qu'ils sont complaisants vis-à-vis de ces faits graves. T'as vu? Donc tu peux couper. Cut ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est beau, pour moi, c'est ma famille nucléaire. Ma mère et mes 2 frères. Je vous l'ai dit, je me suis absentée quelque temps parce que récemment, il y a eu un événement dans la famille élargie, mais qui a affecté directement mon frère. Quelqu'un est entré dans une mauvaise posture en termes de santé et mon frère m'a dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux venir t'occuper de mon fils ?
pendant que, pendant que ma femme gère ça de son côté, qu'elle puisse se libérer du temps. Vous savez quoi? Je l'ai fait. Au début, j'étais prête vraiment. Je lui ai dit, si tu veux, j'arrive ce soir. C'est à 2 heures de route. Hein. Je me fais un sac. Je vais prévoir de rester 4, 5, 6 jours jusqu'à la fin de la semaine. Je prends mon ordinateur. Je vais télétravailler de chez toi, en fait. Je pars maintenant. Il m'a dit non, vas-y, tranquille et tout. Parce que j'avais des obsèques de quelqu'un d'autre, du père d'une amie au Père Lachaise pendant cette semaine-là. Il m'a dit, tu sais quoi, va soutenir d'abord ta copine. Et quand tu quittes le cimetière là-bas, là, tu peux débarquer direct. Donc, je vous assure que cette semaine-là, j'ai enchaîné les obsèques du père de mon ami. C'était à la mi-journée. Je suis montée dans ma voiture, j'ai tracé direct jusqu'à chez mon frère. J'ai débarqué dans la Sarthe comme ça, 2h10 après. J'ai fait un tout chose, je me suis pas arrêtée, j'ai même pas mangé, rien du tout. Je suis partie direct. J'ai encore les yeux gonflés, rouges et tout, d'avoir pleuré aux obsèques le midi. Et c'est ça pour moi, ma famille. Un de mes frères éternue. Le temps qu'il relève la tête, il a déjà un mouchoir au nez. Et ce sera moi qui vais le tenir, ce mouchoir. Ma mère, pareil, je vous jure. Ma mère, après tout ce qu'elle a fait pour tout le monde, et le fait qu'à mon sens, personne ne lui a donné les fleurs qu'elle mérite, là maintenant, de son vivant, mais moi, je vais lui lancer des roses avec des épines tous les jours. Hein. Ma famille nucléaire, c'est tout ça pour moi. Ma famille nucléaire, elle passe avant tout. Je peux tout lâcher, tout abandonner. Juste après, donc effectivement, je me suis rendue là-bas et malheureusement, la fin qu'on aurait préféré de ne pas avoir est arrivée. Et je suis revenue en région parisienne ensuite. J'ai enchaîné avec un déplacement pro, mais je l'avais écourté, je l'avais prévu très très court parce que je ne savais pas quelle aurait été la tournure des événements là-bas et parce que j'étais prête à retourner chez mon frère directement en arrivant de Roissy en fait. Autant j'ai beau être extrême ou extrémiste avec la famille qui se situe encore chez moi au Togo ou au Ghana, j'ai beau avoir tenu à distance maintenant ma famille au sens large qui est ici en France par mesure de protection parce que la famille ne veut pas forcément ton bien, mais ma famille nucléaire, eux ça ne bouge pas et c'est encore plus maintenant. Encore plus maintenant. Je suis prête à tout pour eux. Mais comme ils sont prêts à tout pour moi, quand j'étais au Togo l'année dernière et que... qu'est-ce qui s'était passé avec ma carte Revolut? Je sais plus. Ouais, j'avais un problème de virement entre mon compte principal et ma carte Revolut. Mais mes frères, ils m'ont envoyé chacun 200 balles sur Revolut j'allais te dire en moins de 24 heures. En 2 heures, je leur ai envoyé un message. Ouais, bouge pas. 2 heures plus tard, chacun m'avait envoyé 200 €. C'est comme ça entre nous. Mon petit frère, là, bientôt, il va avoir sa remise de diplôme parce que mon petit frère a son master d'école de commerce, tout ça. Vous croyez que mon petit frère, il a mis qui comme +1, comme invité à sa remise des diplômes? Mais il a mis ma grosse tête. Bien sûr que oui. Parce qu'on a toujours été ensemble, envers et contre tout. Ça se passe bien, on est là les uns pour les autres. Et quand ça se passe pas bien, on est là 2 fois plus. Et c'est ça qui a été une vraie révélation pour moi, c'est que j'ai toujours fait un petit peu cavalier seul, j'ai pas jamais trop parlé de ce que je traversais dans ma vie, etc. Bon, dans certains cas, j'ai eu raison de le faire, visiblement, mais vis-à-vis de mes frères et de ma mère, c'est incroyable. Donc tout ça pour vous dire que la famille, on n'est pas obligé de la subir, on l'a choisie, même quand on a les mêmes gènes qu'eux. Moi, mes frères et ma mère, c'est parce que je l'ai choisi, qu'on a un groupe WhatsApp, qu'on s'appelle, qu'on se voit, qu'on se raconte des conneries, qu'on partage nos séries, qu'on célèbre les réussites de chacun. C'est parce qu'on s'est choisi. Et si vous avez l'impression que dans la famille qui partage des gènes avec vous, il n'y a personne que vous pouvez choisir, c'est pas un souci. Vous pouvez vous choisir une autre famille. C'est vos amis. Et vous avez totalement le droit de le faire. Moi, mes amis, je les appelle mes frangins, mais tout ça. Mais c'est parce que c'est comme des frangins. C'est mes gars sûrs, c'est mes potos. C'est des psychopathes qui m'ont aidé à déménager du fin fond du 7-7 au 94. Donc, bien évidemment que moi, ça fait plaisir que c'est la famille que j'ai choisie.
On fait des trucs ensemble, ah venez, on se fait un resto, ah venez, on se fait des projections de films. Ah, ça vous dit pas qu'on parte en week-end là-bas? Donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que votre famille de sang est claquée au sol. C'est pas grave. Choisissez-en une autre. Une qui est faite pour vous, une qui vous ressemble, une qui vous respecte, qui vous valorise et qui vous taille de temps en temps pour vous mettre à votre place. Mais évitez-vous des problèmes de santé à cause de votre famille. Vous ne méritez pas ça. Soyez bien dans votre tête, soyez bien dans votre vie. Laissez ces gens de côté s'il le faut. C'est vraiment pas grave, je vous assure. Voilà l'expérience que je voulais partager avec vous par rapport à mes rapports à la famille. Ma famille qui est encore chez moi en Afrique de l'Ouest ou ma famille qui est ici en France. Et surtout mon lien très fort avec ma famille nucléaire. Et le fait que je peux tout laisser de côté pour eux. C'était important que vous le sachiez. Et je m'en excuse dans un sens, au cas où je vous ai manqué. Mais en vrai, je ne peux pas m'excuser d'avoir mis ma famille en priorité pendant ces 2-3 dernières semaines parce qu'on a traversé des choses un peu compliquées. Donc je vous remercie d'avoir été patient. Et comme d'habitude, je vais vous parler du thème qu'on va aborder lors du prochain épisode. On va parler des femmes. On n'est pas très longtemps après 8 mars actuellement et je voulais parler des femmes célibataires. Pendant un bout de temps, j'ai été la célibataire de mes différents groupes d'amis. Mais vraiment la célibataire qu'on voyait inattendue. La célibataire bon parti, bien sous tout rapport. Et tout le monde se demandait, mais gros, comment ça se fait que t'es encore célibataire? Tu cherches pas de gars, il y a quoi? Et je vais vous raconter cette épopée parce que, en réalité, les personnes qui m'ont le plus jugé dans cette phase, dans cette ère grandiose de mon célibat, ça n'a pas été les hommes. Ça a été les femmes elles-mêmes. Donc on va en parler avec la chanson Single Ladies de Beyoncé, évidemment, parce que j'ai levé la main pendant très longtemps quand on appelait les Single Ladies ici. Et je vais vous raconter quelques petites pépites de cette vie de célibataire. C'était tellement drôle. Et je pense que vous méritez de le savoir parce qu'on n'est pas là pour se juger, d'accord? Je vais vous révéler quelque chose peu reluisant. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Je vous remercie vraiment d'avoir été patient avec moi, d'avoir attendu mon retour, d'avoir été attentif à cet épisode très long aujourd'hui. Et je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.